Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 77. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice autour d'une fonction qu'on a peut-être un peu trop tendance à négliger, c'est la fonction partie entière. Donc cet exercice, ça a pour but de proposer un exercice un petit peu exotique sur les parties entières et une manipulation qui pourrait être très utile dans le cadre de concours, puisque c'est déjà arrivé dans d'anciens sujets de concours, de prépa notamment, d'utiliser les parties entières. Et puis souvent les élèves ont un peu de mal avec la notion de partie entière, ou en tout cas à l'utiliser dans le cadre concret. On a déjà eu l'occasion dans d'autres exos de colle de manipuler la partie entière. Pour vous rappeler rapidement, il y avait un exercice où on était amené à calculer la valuation p-adique de n factoriel, de l'entier n factoriel. Il y a eu un autre exercice sur les sous-groupes de R, notamment montrer que n'importe quel sous-groupe de R soit s'écrit comme un multiple des entiers Z, donc on a alpha fois un entier Z, et on écrit tous les éléments de ce groupe de cette manière-là, ou alors le groupe est dense dans R. Et dans cet exercice, on avait dû utiliser cette question de partie entière, et notamment de propriété d'Archimède de manière un petit peu cachée. Mais voilà, il faut savoir que cette propriété de partie entière, ça a quand même pas mal d'utilité, pas mal d'applications. Et donc ça peut être sympa de entretenir, ou en tout cas même un minimum de travailler cette fonction, parce que dans des cadres d'exercices un peu pointus, souvent on est amené à devoir manipuler cette fonction. Donc voilà, je vous propose cet exercice un peu exotique qui s'énonce ainsi. Nous avons x un réel, n un entier naturel non nul, et on aimerait montrer cette égalité un peu étrange entre cette somme de parties entières de x plus k sur n et la partie entière de n fois x. Bon voilà, un exercice qui peut tout à fait se faire en première année de classe préparatoire et éventuellement pour les élèves en terminale, s'ils ont eu l'occasion de voir ce que c'était la partie entière de n'importe quel élément réel. Bon, c'est pas impossible. Les programmes ont déjà pas mal changé depuis un certain temps, et pour ceux qui font des maths spécialisées, peut-être qu'ils ont l'occasion de voir ce type de fonction. Mais enfin bref, si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est au moins un exercice qui est tout à fait abordable en première année de classe préparatoire. Bon, j'aimerais pas dire grand chose de plus autour de cet exercice, j'aimerais vraiment vous laisser la réflexion, et donc comme d'habitude je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors cet exercice peut se résoudre de plusieurs manières, il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Pour démontrer cette égalité, ce qu'on pourrait faire, je vais suggérer deux idées et puis je vais vous donner la résolution par rapport à une de ces deux idées. Donc une idée qui serait possible, ça serait de se dire, je vais regarder, donc je vais donner les idées. Ça serait de se dire, je vais regarder la fonction qui serait juste la soustraction des deux. Vous pouvez faire ça, puis ensuite essayer de montrer que cette fonction, elle est 1 sur n périodique. 1 sur n périodique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que f de x plus 1 sur n, c'est égal à f de x. Donc vous pouvez montrer ça, puis ensuite étudier l'égalité, donc montrer que en fait f de x est égal à 0 pour tout x dans l'intervalle 0, 1 sur n. Puis si on arrive à montrer ça, on a gagné. Donc ça c'est une manière de faire, c'est pas la seule, et je vais vous parler d'une autre manière de faire. Une autre manière de faire, ça serait d'utiliser la propriété d'Archimède. Donc on pourrait utiliser la propriété d'Archimède en disant, n'importe quel x va se retrouver entre un entier et un autre. Donc je sais que x va toujours se trouver entre la partie entière de x et elle-même, et la partie entière de x plus 1 plutôt. Donc j'ai x comme ceci, partie entière de x et partie entière de x plus 1. Et la bonne idée, c'est de se dire, en fait, suivant où se trouve x exactement dans cet intervalle d'entier, on pourrait se dire, la partie entière de cette chose-là va valoir soit l'entier précédent, donc partie entière de x, soit partie entière de x plus 1.
On peut se rendre compte de ce genre de choses juste en faisant des essais comme ça, en prenant n égale 3, x égale une certaine fraction par exemple, je sais pas. Mais on pourrait prendre des exemples et se rendre compte très vite que si on fait des manipulations suivant où se trouve x, eh bien on va avoir différents résultats pour la somme et pour la partie entière de n fois x. Donc la bonne idée c'est de dire ça, de dire ensuite que cet intervalle-là, je peux le découper. Donc il faut noter que l'intervalle partie entière de x, alors peut-être pour simplifier un peu les choses, je vais me permettre d'écrire partie entière de x comme étant égal à m. Et donc je pourrais dire, l'intervalle m plus 1, je peux le décortiquer en disant, en fait c'est comme si je regardais les éléments qui sont dans m jusqu'à m plus 1 sur n, puis les éléments qui sont entre m plus 1 sur n et m plus 2 sur n, etc. jusqu'au dernier où c'est m plus n moins 1 sur n et m plus 1 quoi. Voilà. Donc je peux décortiquer ou partitionner si vous préférez l'intervalle en des intervalles beaucoup plus petits et essayer de calculer la partie entière dans chacun de ces intervalles plus petits. Et puis si je fais cette somme avec chacun des intervalles plus petits, je vais trouver un résultat, et il me reste à vérifier si j'obtiens le même résultat avec la partie entière de n fois x. Donc voilà, ça ce sont deux méthodes qui marchent, et ce que je vais vous faire, puisque je pense que la première idée, c'est une idée très intéressante, je trouve, et qui peut avoir pas mal aussi d'autres applications, donc d'autres façons de faire. Mais c'est une méthode qu'on voit peut-être un peu souvent, je pense, quand on cherche des résolutions autour des exercices de partie entière. Donc j'aimerais vous proposer la deuxième résolution. Mais sachez que la première, vous avez le détail, il reste à faire le calcul comme il faut, et vous verrez par vous-même que ça marche très bien. Voilà. Juste une remarque sur une autre idée que vous pourriez avoir eue, c'était de se dire, ok, je pourrais peut-être faire le calcul d'abord en oubliant la partie entière, puis après essayer de voir la partie entière du résultat que j'obtiens. C'est pas une si mauvaise idée, mais malheureusement ça va pas marcher parce que quand vous allez faire votre calcul ici, la somme des k sur n, malheureusement ça peut faire un entier assez grand. Et donc le problème c'est que vous n'allez pas réussir à contenir cette partie qui va être aussi grande que vous voulez, parce que là cette somme là c'est k, c'est censé être égal à n fois n-1 sur 2. Si vous faites ce calcul là, le n se simplifie, vous avez n-1 sur 2 qui va apparaître en plus du n fois x. Et n-1 sur 2, il n'y a aucune raison que ce soit un entier, que ce soit un nombre qui soit plus petit qu'un nombre réel particulier. Donc vous auriez en effet n fois x, mais de l'autre côté vous auriez un truc un peu trop grand pour pouvoir dire que c'est lié à la partie entière de n fois x. Donc faut pas s'amuser à faire ça de manière abrupte. On peut faire ça juste pour tester comme ça, mais c'est pas du tout la bonne idée. La bonne idée c'est d'essayer vraiment de décortiquer et de se rendre compte de la valeur de la partie entière qu'on a ici par rapport aux autres. Donc là je vais faire la deuxième méthode, je trouve qu'elle est assez intéressante et manipule un petit peu plus aussi la partie entière, même si vraiment la première aussi marche plutôt bien. Donc je propose la deuxième résolution. Ok, donc je pars en effet de cette idée-là, j'ai partie entière, donc comme j'ai commencé en fait à faire la résolution, donc je vais peut-être pas trop me répéter, et ce que je veux juste dire c'est que maintenant je vais supposer que x il est dans un de ces intervalles. Donc supposons que x appartient à un de ces intervalles, donc ça veut dire qu'on a x qui est plus petit que m plus k sur n, et m plus k plus 1 sur n, avec, alors pas égal, avec k qui doit être un élément compris entre 0, un entier entre 0 et n-1. Alors je suis en train de me rendre compte que prendre k c'est peut-être pas une très bonne idée, donc peut-être que je vais choisir un nombre p, juste pour éviter des conflits avec la notation de somme que j'ai donnée là. Je pourrais très bien changer la variable muette là-bas, mais je vais préférer changer la variable ici pour des soucis de compréhension. Donc j'ai ça, très bien. Alors maintenant, si je m'amuse à faire ça, qu'est-ce qu'il en est de la partie entière de cette chose-là? Bien, on peut se rendre compte que si je fais m plus p plus k sur n, ça va... et de l'autre côté, je vais avoir m plus p plus 1 plus k sur n. Et là, mon x, il est là-dedans. K sur n. Et puis, on va avoir deux cas de figure essentiellement. Si k
est plus grand que P et si K est plus petit que P. Donc si K est plus petit strict à N, à N moins P, c'est ça que j'aurais dû dire. Donc si K est plus petit strict à N moins P, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça voudrait dire que on va avoir ceci qui est plus petit, donc ce truc-là va être plus petit que M plus 1, et ça va être plus grand, donc je vais peut-être écrire comme ça. Donc si je reprends mon inégalité ici, je vais me rendre compte que ça va être plus petit strict à M plus 1, et ça va être plus grand ou égal à M. Donc si j'ai un K qui est plus petit strict à N moins P, j'ai ceci. Et c'est pas très dur de le vérifier, hein, vous pouvez vous amuser à le faire. Et donc alors oui c'est ça. Et donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Ce qu'on va obtenir, c'est que la partie entière alors de x plus k sur n, c'est juste égal à la partie entière de x. Donc c'est égal à m. De l'autre côté, si k est plus grand ou égal à n moins p, cette fois-ci, la partie entière, donc là ce qu'on va obtenir, c'est que lui, il va être plus grand. Donc si je reprends l'inégalité de départ, je vais avoir lui qui est plus grand que m plus 1 et plus petit strict à m plus 2. Et par la définition de partie entière, ça veut dire que la partie entière de cette chose-là, c'est égal à la partie entière de x plus 1. Partie entière de x plus 1. Donc m plus 1. Grâce à ce que je viens de faire, on va pouvoir calculer cette somme. Calculer cette somme, ça revient à calculer la somme jusqu'à n moins p moins 1, puis ensuite la somme de n moins p jusqu'à n moins 1. Donc on va avoir la chose suivante, somme pour k allant de 0 à n moins p moins 1, finalement de la partie entière, donc de m, ça va faire juste ça, plus somme pour k allant de n moins p à n moins 1 de m plus 1. Donc ça, ce que je viens d'écrire, c'est exactement égal à la somme qu'on a ici, à gauche. Puisqu'il y a une partie des parties entières qui vont valoir m, c'est toutes celles où k est plus petit strict à n moins p, et puis on a l'autre partie où on a les k qui vont être plus grands que ou égal à n moins p qui vont donner cette chose-là. Donc en résultat, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir m fois, alors si on ne fait pas de bêtises, en fait la somme des m, on peut tout rassembler, ça nous fera n fois m. Et combien de fois on a un plus 1? Il faut faire attention au nombre de termes qu'on a dans la somme. Donc c'est n-1 moins n moins p plus 1. Donc n-1 moins n moins p plus 1, ça nous donne p. Donc voilà ce que j'obtiens en faisant le calcul de cette manière-là. Ok, super. Maintenant, si je devais faire... Donc là ce que j'ai fait c'est ça, c'est égal à la somme qui est ici. Maintenant qu'est-ce qu'il en est si je fais n fois x? Alors je vais peut-être effacer une partie, donc je vais effacer l'idée qui est ici. Parce que bon là j'ai fait le calcul d'un côté, j'ai pas encore fait le calcul de l'autre. Pour faire le calcul de l'autre côté, je vais juste multiplier par n cette chose. Non pardon, cette chose. Donc l'égalité ici de départ. Je multiplie par n l'égalité de départ. Donc je vais avoir n fois m plus p qui est inférieur ou égal à x, enfin n fois x, qui est inférieur strict à n fois m plus p plus 1. Et là on se rend compte de quelque chose, c'est que n fois x il est compris entre deux entiers, qui sont donc n fois m plus p et n fois m plus p plus 1. Donc la partie entière, ça va être l'entier plus petit. Donc la partie entière de nx, c'est tout simplement n fois m plus p. Et donc c'est égal à la somme que j'ai écrite en bas. Donc c'est finalement égal en effet à la somme de ces choses-là. Et voilà, j'ai terminé la preuve, parce que là, qu'est-ce que je viens de faire? Cette supposition, je peux toujours le faire pour un p qui va être compris entre 0 et n-1. Puisque comme je l'ai dit au tout début ici, x est toujours compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, et après, cet ensemble-là, je le partitionne par rapport à 1 sur n. Donc je fais que des intervalles de longueur 1 sur n. En faisant ça, je sais que un x sera toujours dans un intervalle de cette forme, avec un entier plus quelque chose sur n. Avec un entier plus quelque chose plus 1 sur n. Donc toujours de cette forme-là. Donc voilà, ça permet de conclure l'exercice, la propriété, donc vrai pour n'importe quel x réel et pour n'importe quel entier naturel non nul. Si on avait un peu de mal à manipuler la chose pour n'importe quel entier naturel non nul, on aurait pu faire les manipulations pour n égale 2, n égale 3.
Je vous invite d'ailleurs, si vous avez un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé ici, je vous invite très fortement à le faire pour n égale 2 et n égale 3. Vous allez peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé ici avec ce découpage et mieux comprendre pourquoi ce découpage était important et plus ou moins naturel par rapport à l'exercice. Donc voilà, je vous ai proposé cette résolution. Il existe l'autre résolution, l'idée que je vous ai donnée là avec la périodicité que vous pouvez trouver facilement sur le net, qui peut être tout aussi intéressante à manipuler. Mais je voulais vous montrer une résolution qui est peut-être un peu moins mise en valeur, mais qui, je trouve, a tout autant d'intérêt. Donc bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, bah écoutez, c'est le moment de terminer l'exercice, hein. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les dernières news de la chaîne. Et enfin, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!